Je vais essayer de partager à la fois ma double expérience qui a été celle, il y a quelques années, presque prescription maintenant, d'un universitaire travaillant sur la région, y compris participant à des colloques ici avec la Fondation sur la mer de Chine méridionale, et puis mes activités plus professionnelles au ministère des Affaires étrangères et effectivement aujourd'hui à la présidence de la République. Un ministre avec lequel j'ai travaillé il y a quelques années avait pour habitude de dire, au fond, il y a deux sortes de problèmes. Ceux que l'on peut ou veut résoudre, et ceux avec lesquels il nous faut apprendre à vivre. J'ai le sentiment que la mer de Chine méridionale appartient plutôt à la deuxième catégorie qu'à la première. Il reste donc à savoir si la gestion de cet espace aéromaritime connaîtra, au fond à intervalles réguliers, des prurites de violence. Certes, depuis 2008, les incidents se multiplient. Les relations interétatiques s'antagonisent, tout au moins avec la République populaire de Chine et quelques-uns de ses voisins de l'ASEAN. Le plus spectaculaire étant évidemment la dégradation des relations entre Pékin et les Philippines. Mais toute chose égale par ailleurs, peut-être pour les vieux routiers, il y en a quelques-uns dans la salle, les affrontements, ou plutôt les anicroches militaires auxquels on est confronté aujourd'hui, se révèlent beaucoup moins meurtrières que celles d'autrefois, à commencer par les combats sino-vietnamiens de 1988, dont je rappelle qu'ils ont coûté la vie au large d'Espraté à près d'une centaine de soldats. On est donc aujourd'hui dans une situation où le référentiel à une nouvelle bataille du Pacifique, comme j'ai pu le lire dans des ouvrages ou dans la presse tout récemment, une montée aux extrêmes me paraît un constat très largement excessif. Prenons garde à ne pas utiliser les référentiels polémologiques d'un autre siècle, à faire des parallèles confrontationnels, binaires, comme on l'a fait entre l'Empire du Soleil Levant et les États-Unis et l'URSS. Pour quelqu'un qui a rédigé sa thèse de doctorat sur les relations soviéto-vietnamiennes et Cameron, ça rappelle un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, le G2, qui nourrissent de fait de l'inflation verbale, de la xénophobie, et réveille, il faut bien en convenir, les pires réflexes chez les hommes. Alors, pour autant, devons-nous ne pas nous inquiéter de la situation présente? Je ne le crois pas, car nous sommes en fond face à une quasi-impasse diplomatique. Aucune des enceintes multilatérales existantes ne s'est avérée réellement performante pour assurer une gestion collective des conflits, ni même, on peut se demander, réellement prometteuse pour l'avenir. Au fond, depuis 25 ans, 4 voies ont été empruntées, jusqu'ici avec des résultats très limités. La première, historiquement, pour aborder un sujet qui reste, au fond, encore assez largement tabou, avec beaucoup d'interdits, et j'allais dire ceux qui négocient, à l'heure où nous parlons de déclaration du sommet entre l'Union européenne et les pays d'Asie qui se tiendra à Vientiane au début novembre, voient combien la Chine fait absolument tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait aucune mention de ces tensions dans la déclaration finale. Mais pour essayer de déconstruire le conflit, ou en tout cas améliorer la compréhension entre les États, il a été décidé de débroussailler le sujet par l'entremise de ce que l'on appelle dans notre verbiage de dialogue de second track. C'est-à-dire ces instruments qui nous permettent d'associer des officiels et des intellectuels plus ou moins organiques. À ce titre, le CISCAP, le Conseil pour la sécurité et la coopération en Asie-Pacifique, s'y est essayé depuis 1993. Des dizaines de réunions ont pu au moins faire émerger les convictions des États membres, les attentes de chacun, plus important peut-être les perceptions des différents cercles de pouvoir et aussi leurs contradictions à Pékin comme dans tous les pays environnants. On saura gré néanmoins à cette institution d'avoir offert une place à l'Europe, ce qui n'est pas si fréquent dans les organisations régionales, et d'avoir esquissé
notamment ici à Paris, à l'initiative de François Godemont, qui je crois est intervenu un peu plus tôt dans le colloque, les contours de ce que l'on appelle la déclaration de Manille. Le seul résultat de ce dialogue de Second Track a été de préparer au moins en profondeur les négociations diplomatiques, mais pas plus que ça. Le deuxième mécanisme qui a été mis de fait en place, mobilisé, c'est ce qu'on appellerait toujours dans notre verbiage les mécanismes one track and a half, tel le Shangri-La Dialogue, où là on rehausse la représentation des États, mais le seul avantage de cette procédure, c'est qu'elle offre une meilleure gestion des différends au niveau des ministères des Affaires étrangères et dans une certaine mesure des responsables des appareils de sécurité. Or, dans ces enceintes, les officiels se montrent rétifs à envisager les voies de régulation par le droit et ils cristallisent progressivement les positions au point où aujourd'hui elles semblent durablement figées. Les fonctions tribuniciennes, par construction de ces dialogues qui sont mis en ligne, qui font l'objet parfois d'émissions télévisées, elles s'apparentent de plus en plus à des forums extrêmement formels, interétatisés, à ceci près que les États non partis au conflit, les Singapouriens quand on parle de l'Asie du Sud-Est, l'Australie, les Européens ou certains Européens, voire les Japonais, peuvent s'y exprimer et y exprimer leurs préoccupations et souligner leur disponibilité à améliorer la relation. L'avantage que je vois aujourd'hui dans ces mécanismes de one track and a half, qui continuent à mobiliser la plupart des dirigeants politico-militaires de la région, à l'exception peut-être des autorités chinoises selon les années, cela permet néanmoins de désino-azéniser, si vous me permettez ce néologisme, ou de désino-américaniser les enjeux stratégiques de la mer de Chine méridionale. La troisième voie qu'on a empruntée aura été celle de la régionalisation, en s'appuyant de plus en plus sur les institutions que je qualifierais les plus extraverties. C'est le cas notamment de l'ASEAN Regional Forum et dans une moindre mesure de ce qu'on appelle l'ADMN+, c'est-à-dire la conférence régionale des ministres de la Défense de l'ASEAN, auxquels se joignent 6 pays partenaires. Il est vrai que passer par d'autres institutions régionales ou interétatiques, les triangles de croissance à vocation trop provinciale et, je dirais, centrée ou trop centrée sur les questions économiques était sans issue, et j'allais dire, on pourrait en dire tout autant de l'association des nations d'Asie du Sud-Est elle-même. Outre que la Chine a toujours refusé d'user du canal de l'ASEAN+1 pour trouver une solution, ou même tout simplement dialoguer, l'association des pays d'Asie du Sud-Est n'était ni capable de dégager une posture propre, et encore moins une posture unanime. Et j'allais dire, peut-être plus symptomatique, elle n'était pas dans l'obligation de le faire. Depuis plus d'une décennie, la conflictualité maritime ne s'est donc guère avivée entre les États membres de l'Asie du Sud-Est elle-même, et nous devrions, je dirais, nous en souvenir. Ne s'est pas avivée aussi parce que les moyens, je dirais, d'affrontement, qu'ils soient aériens ou maritimes, se sont en réalité relativement peu modernisés.